Bonjour, je voulais refaire une petite vidéo sur le Canon R5 II parce que d'une part je pense qu'il le mérite et d'autre part parce que tout simplement ma première vidéo, donc la dernière qui est sur ma chaîne, je l'ai faite le jour vraiment de la sortie du R5 II. J'avoue que j'étais assez emballé par ce boîtier, j'ai voulu tout de suite faire une vidéo. Alors je vous ai donné mon avis sur ce qu'il apportait vraiment de neuf, quoi, et je trouvais qu'il n'avait pas de faille particulière, notamment par exemple un Nikon Z8 ou un Sony A1 ou encore plus un A7R5. Bon, voilà. Alors, je me suis aperçu quand même que j'avais oublié aussi pas mal de trucs, donc je vais revenir dessus pour ceux que ça intéresse en tout cas. Je vais aussi revenir sur beaucoup plus l'ergonomie parce que comme elle est relativement proche du R6 II que j'ai possédé, je peux déjà dire sur certains points qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va un peu moins bien, pour ceux que ça intéresserait. Et puis d'un autre côté, je vais aussi aborder les points faibles parce qu'il y en a quand même et je ne l'ai quasiment pas fait du tout dans ma première vidéo. Voilà, donc elle va être un peu plus longue, c'est sûr. Alors, je vous dis tout de suite en préambule qu'il n'y ait pas de malentendu. Oui, j'ai précommandé ce R5 II. Voilà. Alors, je l'ai précommandé chez IPLN qui m'a repris mon R6 II. Je garde mon R7 en attendant parce que je pense qu'il n'est pas prêt d'arriver, le R5 II, vu la forte demande qui semble y avoir, et puis connaissant un peu le passif de Canon en matière de gestion de la pénurie, voilà. Donc évidemment, en attendant, je garde mon R7. Vous savez que j'ai un R7 aussi, là c'est lui qui est en train de me filmer d'ailleurs, et je le garde jusqu'à recevoir le R5 II, et quand je recevrai le R5 II, je revendrai le R7 parce que tout simplement, il faut quand même financer voilà, l'écart de prix. Et puis les 45 mégapixels du R5 II vont permettre de compenser un peu la perte du crop APS-C du R7. Alors pas complètement, c'est sûr, mais je pense que je vais m'en satisfaire quand même largement. Alors, du coup, reprenons d'abord les points un par un. Et alors, je vous le dis dessus, je me suis fait une petite fiche, parce que alors, cette fois-ci, le but, c'est pas d'oublier la moitié des choses. Voilà, donc vous m'excuserez si de temps en temps vous me voyez baisser les yeux. Et donc la première chose dont je voulais parler, alors c'est en introduction on va dire, c'est le look de ce boîtier, de ce R5 II. Alors il ne diffère pas beaucoup des autres boîtiers Canon, en tout cas à partir du milieu de gamme. Je sais pas, moi, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est pas le point fort des boîtiers Canon, loin s'en faut. Alors, on va le voir au point suivant, ça va de pair aussi avec une ergonomie particulièrement soignée, une prise en main en tout cas. Mais c'est vrai qu'au niveau look, c'est pas le genre de boîtier qu'on va laisser traîner sur l'étagère, comme objet un peu de déco, c'est sûr. Je dis ça, alors évidemment, je compare pas ça à un Nikon ZF, par exemple, ou à un Fuji, ok, mais même les autres boîtiers modernes de la concurrence, je trouve, sont un petit peu plus lookés globalement quand même que les Canon et que ce R5 II en particulier. Voilà pour ce point. Alors, l'ergonomie maintenant. Donc là, je vais commencer par ce que je sais, moi, en venant du R6 II, puisque c'est un boîtier à la conception extérieure très similaire. Alors, la prise en main est excellente, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Canon, il savent y faire. Et c'est un point, déjà, on peut le dire, c'est quand même essentiel, surtout en photo, une très bonne prise en main. Donc là, aucun souci à se faire là-dessus. Je pense que, enfin moi c'est sûr de tous les boîtiers que j'ai eu, et j'en ai eu pas mal, c'est le R6 II, c'est celui que j'ai le plus apprécié au niveau de la prise en main, de l'équilibre, quelle que soit la taille d'objectif qu'on lui mette dessus. Voilà. Donc la prise en main, parfait.
L'ergonomie générale, alors l'ergonomie c'est plus après les boutons, les molettes. Alors l'accès aux boutons, aux molettes est bon, voire même très bon. Hein. Alors il n'y a pas non plus énormément de boutons hein, sur ces boîtiers, je trouve. On va y revenir d'ailleurs sur un point particulier un peu après. Mais l'accès est bon, il n'y a pas de souci. Alors, l'accès c'est une chose, et après il y a vraiment la fonctionnalité. Alors plus des boutons que des molettes. Hein. Les molettes, on peut, c'est sûr, mettre un peu ce qu'on veut dessus, mais bon, classiquement, hein, vous savez ce qu'on met dessus, je pense. J'y reviens pas. Bon, alors au moins sur deux, quoi. Bref. Alors, du coup, les boutons personnalisables, hein, c'est là-dessus que je voulais en venir. Les boutons sont presque tous personnalisables. Ceux qui sont sérigraphiés en bleu ne le sont pas. Hein. Par exemple, d'ailleurs ça c'est le premier truc un peu étonnant, chez beaucoup de concurrents, la poubelle, le bouton de la poubelle est un bouton personnalisable en prise de vue, hein, puisque la poubelle elle ne sert pas en prise de vue, bah non, chez Canon non. Ok, il y a une fameuse touche rate aussi, voilà, que moi je m'en servais pas du tout, bah, elle est bleue, donc pas possible de la personnaliser. Alors, celles qui sont par contre personnalisables, bon, bah, c'est bien, c'est sûr, surtout qu'elles sont personnalisables en photo et en vidéo indépendamment. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire tout de suite que, bien sûr, il a le switch photo-vidéo, que moi maintenant je ne passe plus sur ce switch, hein, vous le savez sans doute. Alors bon, là c'était attendu, hein, autant le R5 ne l'avait pas, là ça y est, là c'est le même que sur le R6.2, donc pas de souci. Donc tous les boutons basculent, hein, la fonction des boutons bascule entre la photo et la vidéo, c'est parfait. Et les modes utilisateurs, C1, C2, C3 aussi. Alors, du coup, la personnalisation des boutons, faut pas s'attendre quand même à ce qu'on ait toutes les fonctions du boîtier et même très très loin de là. Hein. Alors pour fixer à peu près les choses, vous prenez par exemple un Sony, je vous dirais qu'un Sony, vous pouvez mettre à peu près, je sais pas, entre 70 et 80% du catalogue de toutes les fonctions du boîtier sur n'importe quel bouton personnalisé. Sur un Canon, si vous pouvez mettre 10%, c'est que je suis déjà optimiste hein, en disant 10%. Voilà. Alors, des fois d'avoir trop de fonctions, dont certaines qu'on va pas jamais mettre sur un bouton personnalisé, ça ne sert pas à grand chose non plus, hein, on est d'accord. Mais d'un autre côté, à l'autre extrême, ce que fait Canon, ça prive certaines fonctions que là on aimerait des fois mettre sur un bouton, hein, on ne peut pas, là, du coup. Voilà, donc ça c'est un petit point un petit point faible, je dirais, des boîtiers Canon auxquels ce R5.2 ne coupera pas, bien entendu. Alors on fait un peu le tour au niveau ergonomique. Alors bah, la troisième molette, là, celle qui est à l'arrière, hein, la grosse molette Canon, héritée des réflexes numériques depuis je ne sais pas combien de temps. C'est un peu la marque vraiment de Fabrice, j'allais dire, c'est le point de reconnaissance de ces boîtiers, quoi. Hein. À partir d'une certaine gamme, chez Canon, on a cette roue arrière. Alors c'est très bien, parce que évidemment, c'est la troisième roue hein, qu'on a sur tous les boîtiers un peu plus haut de gamme. Certes, mais chez les deux concurrents qui font aussi cette troisième roue que sont Sony et Panasonic, eux, ils la font comme il faut, c'est-à-dire qu'en plus d'être la troisième roue, elle est cliquable dans les 4 directions, ce qui fait que ça a 2 conséquences. Hein. La première, c'est que ça donne accès à 4 fonctions personnalisées supplémentaires, que ce soit en photo ou en vidéo, enfin chez Sony, parce que chez Panasonic, non. Et l'autre point, c'est en visualisation. Quand vous regardez une photo dans le viseur et que vous voulez un peu vous balader dedans, du coup, comme vous n'avez pas de pad, vous êtes obligé de le faire avec le joystick, ce qui n'est pas super agréable ni très ergonomique. Voilà, donc il manque clairement du cliquable sur cette molette, ou alors à l'intérieur de cette grosse molette un pad, j'en sais rien. Mais il manque un truc là, et ça, je pense que c'est un défaut quand même qu'ils auraient pu déjà quand même un petit peu corriger. Canon, là, ils sont très conservateurs là, sur ce truc-là. Bon,
Voilà, moi je considère que c'est un petit défaut parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'y en a pas tant que ça non plus, des boutons personnalisables. Et donc là, on s'en prive de 4 de plus, c'est très dommage. Voilà, donc ce R5.2 ne coupera pas à ce défaut non plus. Alors là où il y a une petite évolution ergonomique, j'ai vu sur certaines vidéos, et ça c'est très bien. Alors ça, il faut avoir eu un boîtier Canon récent pour le comprendre en fait. C'est que c'est sur le menu des zones autofocus. En fait, chez Canon, le menu des zones autofocus, bon ben voilà, hein, on peut choisir ses collimateurs comme chez tous les constructeurs, le nombre de collimateurs, leur taille, voilà. Et si vous voulez que ces collimateurs, quand vous êtes en AF continu, hein, soient couplés à du tracking, on ne parle pas des détections, hein, mais du tracking normal, quoi, eh bien, c'est pas dans ce menu-là. Il faut soit aller soit dans le menu général, quoi, soit au mieux, on peut mettre ça dans le quick menu, quoi. Mais dans le quick menu, il faut aller dans l'onglet AF. Et une fois que vous êtes dans l'onglet AF, il faut activer ou désactiver le tracking. Ça fait beaucoup de manipulations hein, sur le terrain. Et là, ils ont corrigé ça, c'est-à-dire qu'ils ont fait comme chez Sony. Soit vous prenez les collimateurs sans tracking, soit vous les prenez avec tracking, mais c'est bien tout dans le même menu, quoi. Hein. Donc ça, c'est une avancée, c'est bien, je trouve. Alors ensuite, au niveau des écrans et du viseur. Donc le viseur, c'est le même qu'il y avait dans le R5, donc c'est un très bon viseur. Hein. On est à 5,7 millions de points, bien sûr. Hein. C'est déjà des viseurs haut de gamme. Il a l'air plus lumineux que dans le R5, donc tant mieux. Hein. Alors, je pense pardon, que ça ne vous a pas échappé. Il gagne la fonction qui avait été introduite par le R3 de pilotage de l'autofocus par l'œil. Alors c'est ce qui fait aussi que ce viseur paraît gros, quoi. Bon, alors là, j'allais dire, on verra bien parce qu'il n'y a pas eu encore assez de recul dans les tests hein, qui ont duré maximum une journée pour l'instant, en plus avec des boîtiers de pré-production. Les tests n'ont pas été assez poussés pour qu'on sache vraiment si ça va le faire. C'est-à-dire que sur le R3, il y a pas mal d'utilisateurs, enfin, je le sais parce que j'ai suivi des vidéos où ils le disaient, hein, tout simplement, ils l'ont désactivé, cette fonction, tout simplement parce qu'elle marche bien, mais par contre, il faut recalibrer l'œil quasiment à chaque utilisation, et donc, non, c'est pas pratique, c'est sûr. Alors, est-ce qu'il y aura un progrès là-dessus? Canon a l'air de dire que oui, hein, mais bon, on verra bien. En tout cas, moi, je n'ai pas acheté ce R5.2 pour cette fonction. Mais enfin, si jamais elle marche bien, tant mieux. Parce que ça, par contre, quand ça marche, ça a l'air d'être vraiment pas mal, quoi, hein, on va dire. Voilà. Donc, ça, c'est pour le viseur. Après, les deux écrans, et oui, parce qu'il y a deux écrans sur un R5.2 comme il y avait sur le R5. L'écran arrière, rien à dire en qualité, hein, c'est des bons écrans hein, chez Canon, et puis surtout le meilleur tactile du marché, on le sait. Hein, la convivialité aussi des menus, très bien, pas de souci. Alors, le seul truc hein, qu'on peut un peu regretter là, maintenant, c'est que le génial écran qui est chez Sony sur l'A7R5 ou sur le A9 III, hein, vous savez, qui contente absolument tous les usages puisqu'il peut rester dans l'axe en étant orientable ou être sur rotule. Eh bien, ça ne généralise pas chez les autres constructeurs. Alors, à croire que Sony, enfin, à croire sans doute, hein, a breveté son système. Mais voilà, c'est dommage parce que là, ça aurait été vraiment sympa d'avoir un écran comme ça aussi. Non, vous voyez, même le R1 ne l'a pas. Hein, donc voilà, c'est comme ça, il faudra s'en satisfaire. Alors, je disais, il a aussi un écran supérieur, hein, le R5.2, comme avait le R5. Alors, c'est obligatoire dans son cas puisqu'il n'a pas de roue PASM. Alors, s'il n'y a pas de roue PASM, évidemment, il faut un écran hein, qui est couplé à une touche mode. Hein, et puis voilà, on fait mode et puis on tourne une roue et on prend le mode d'exposition qu'on veut. Ça ne change pas grand-chose avec la roue PASM, si ce n'est qu'il faut que le boîtier soit allumé quand même. En revanche, la présence pour les paramètres principaux d'exposition de cet écran, alors est-ce que
c'est utile ou pas? Alors, moi je vous le dis dans mon utilisation, oui et 100 fois oui. C'est-à-dire que sur le R6 II, sur le R7, et quand j'avais le Sony A7 IV, cet écran me manquait énormément et j'étais très content de l'avoir, par contre, sur le Fuji X-H2S. Alors pourquoi? Eh bien, ça vient surtout des écrans sur rotule, justement. Parce que les écrans sur rotule, quand vous allumez l'appareil, en général, il est fermé, l'écran sur rotule. Et puis, si comme moi, si c'est pour faire des photos qui ne sont pas, je veux dire, vous n'avez pas besoin de faire de la plongée, de la contre-plongée, voilà, dans tous les sens, l'écran, vous le laissez fermé. Je veux dire, surtout avec un viseur, un aussi bon viseur, moi, je laisse l'écran fermé et je photographie au viseur, hein, dans la plupart des cas. Et donc, tant que j'ai pas mis l'œil dans le viseur, j'ai pas d'infos sur mes réglages d'exposition. Et c'est vrai que moi, j'aime bien quand j'allume mon appareil, sans tout de suite avoir besoin de mettre l'œil au viseur, et encore pire, de devoir déplier l'écran. Donc, j'aime bien avoir accès quand même à ces informations d'exposition, à l'état de la batterie, par exemple. Voilà. Et là, sur cet écran, on a tout ça dès l'allumage du boîtier. Et pour moi, c'est pas un petit truc en plus, c'est vraiment utile. Voilà. On termine le tour du boîtier, on va dire au niveau ergonomique. Enfin, c'est pas vraiment de l'ergonomie, mais ça a trait au boîtier lui-même. À la prise HDMI pleine taille, enfin, on va dire. Hein, j'épiloguerai pas là-dessus, parce que les autres marques vont rigoler, les autres utilisateurs des autres marques vont rigoler, parce que ça commence à faire un moment qu'eux, ils l'ont, la prise HDMI pleine taille. Là, c'est le premier Canon hybride qui a, avec le R1, donc l'HDMI pleine taille. Vous imaginez que le R5C, qui était spécialisé vidéo, n'avait même pas une HDMI pleine taille, quoi. Bon, bref. Donc ça c'est bon. Et le dernier point là sur l'ergonomie, c'est la carte CF Express couplée à une carte SD. Alors, est-ce que c'est bien? Il vaudrait mieux avoir deux CF Express comme dans le R1, moi c'est mon avis, juste. Hein. Parce que si vous faites fonctionner les deux en backup, quoi, ça sera calé sur le rythme de la carte SD. Hein. Et vous ne bénéficierez pas de la vitesse de la CF Express. Donc si vous voulez la vitesse de la CF Express vraiment, elle fonctionnera toute seule, quoi, hein, ça c'est sûr. Et pas en backup. Bref. Alors, la CF Express, elle permet évidemment d'accéder au débit vidéo énorme, hein, de certains formats et d'être aussi tranquille sur la rafale à 30 images par seconde à 45 mégapixels quand même. Hein. Donc c'est sûr qu'il faut de la CF Express. Alors, la CF Express, est-ce que c'est cher? Ça dépend ce qu'on veut comme capacité et ce qu'on veut comme débit. Mais franchement, si c'était que de la carte SD dans ce boîtier, vous êtes obligé de mettre de la carte SD haut de gamme. Hein. Là, vous n'avez pas le choix, hein, de la V90 et puis vraiment de la très bonne. Si vous voulez de la bonne capacité, surtout avec la capacité vidéo de ce boîtier, genre, je sais pas, 512 Go par exemple. 512 Go avec une SD V90, eh ben, je vous garantis qu'il y a des CF Express de 512 Go qui ont un débit bien supérieur à la meilleure des cartes SD, qui coûtent nettement moins cher. Donc, non, ce n'est pas une histoire de coût, la carte CF Express, par rapport à de la très bonne carte SD. Voilà, et puis vous avez il y a moins de risques de plantage aussi, hein, voilà, qu'une carte SD. Bon, donc moi, aucun souci là-dessus, surtout que j'ai gardé celle que j'avais avec mon Fuji X-H2S, hein, qui est justement une Angelbird 512 Go, et que je vais remettre avec plaisir dans ce R5 II. Voilà, alors on a fait le tour là de l'ergonomie générale. Alors maintenant, on va parler plus de la photo. Quels sont ses points positifs vraiment en photo, sans redire évidemment ce que j'ai dit dans ma première vidéo. Hein. Alors, de quoi je n'ai pas parlé? De la stabilisation, par exemple, dans ma première vidéo. La stabilisation progresse un peu,
visiblement. Alors, il faut savoir qu'en photo, elle était déjà top, hein, notamment dès que vous la couplez avec la stabilisation des objectifs, et il y a beaucoup d'objectifs Canon qui sont stabilisés, donc on a la double stabilisation qui fonctionne, et c'est le top, hein, vraiment, en photo, il y a on peut descendre à des vitesses vraiment très basses, hein, sans souci. Donc la stabilisation. Ensuite, on va avoir les progrès de l'autofocus quand même, hein, parce que on ne peut pas s'empêcher de se dire, bon, ils ont mis leur fameuse puce Digit Accelerator, là, qui va faire quoi? Elle va décharger un peu le Digit normal 10, là, de certaines tâches, pour notamment l'autofocus. Donc, ça ne peut que améliorer la vitesse de l'autofocus, hein, sinon ça serait bizarre. En plus, on passe à un capteur empilé qui améliore normalement aussi la vitesse de l'autofocus. Donc, je pense quand même qu'il y aura de l'amélioration dans la vitesse de l'autofocus. Alors, je ne parle pas, bien sûr, des nouveautés qu'il y a aussi, dont j'ai un petit peu parlé. Alors, je ne vais pas tout redétailler. Je reviens sur la fonction dans les sports, hein, de balle collectif. Cette fonction, elle permet à l'autofocus de jongler assez vite du joueur qui a le ballon à celui qui va avoir le ballon, voilà, etc. Qu'à la main, dans certaines situations où ça va un peu vite, c'est compliqué, hein, de le faire comme il faut. Bon. Donc là, l'appareil va le faire pour vous, moyennant quand même un taux d'échec qui n'est pas tout à fait négligeable. Alors, si vous n'êtes pas un professionnel du sport, est-ce que c'est utile? Oui, je pense. Si vous avez des enfants qui font ce genre de sport et que vous avez envie justement d'aller faire un peu des belles photos comme ça, eh bien oui, ça peut avoir son utilité. Ensuite, la présence d'un obturateur mécanique quand même, hein. Alors là, je pense vraiment à la concurrence directe qui est le Nikon Z8. Alors Nikon Z8, il a un obturateur électronique qui est plus rapide, hein, que celui, malgré que les deux sont empilés, je veux dire, qui est plus rapide que celui du R5 II. Donc, dans l'absolu, ça paraît logique qu'il puisse se passer d'obturateur mécanique. Toutefois, dans certaines situations bien particulières, on arrive quand même à avoir du banding, même sur le capteur d'un Z8. Et comme on ne peut pas solutionner, puisqu'on n'a pas d'obturateur mécanique. Voilà. Donc, je pense que l'obturateur mécanique sur le Canon, il servira surtout à ces situations-là, parce qu'on va l'utiliser, je pense, 90% du temps en obturation électronique, hein, ce R5 II avec son capteur empilé. Alors, dans les inconvénients en photo, quand même, parce qu'il faut bien qu'il y en ait un peu. Alors là, je dirais, c'est pas parce que c'est le R5 II, hein, c'est juste que 45 mégapixels en photo courante, hein, vous faites de la photo de famille ou autre, c'est un peu lourd, hein, ça fait des fichiers un peu lourds et tout. Ouais, c'est comme ça. Après, on n'a rien sans rien, on va dire. Alors, ça reste quand même une résolution relativement raisonnable, hein. C'est sûr que là, quand vous avez un Sony de 61 mégapixels, c'est encore autre chose, les tailles de fichiers. Alors, un point sur lequel je n'ai pas du tout insisté dans ma première vidéo, enfin je ne l'ai même pas évoqué, je crois, c'est les deux petites fonctions qu'a implémenté Canon, qui sont le suréchantillonnage et le traitement du bruit par intelligence artificielle. Et donc, alors là, j'ai vu beaucoup de vidéos, hein, et ils sont à peu près tous unanimes, hein, que ce soit des testeurs ou des gens comme moi qui donnent leur avis, hein, sur ce boîtier. Tout le monde dit que ces fonctions, en gros, servent pratiquement à rien, parce que de toute façon, on fait forcément mieux en post-production. Alors moi, je vais vous donner mon avis. Pour l'une, je suis entièrement d'accord, elle ne sert à rien. Pour l'autre, je serai un peu moins catégorique. Alors, celle qui ne sert à rien, clairement, c'est celle de suréchantillonnage, hein, qui va multiplier, entre guillemets, la résolution par 4. Par suréchantillonnage, hein, il n'y a rien de magique, évidemment. Alors, il faut savoir quand même que le suréchantillonnage, c'est une technique qui reste quand même pas parfaite du tout, parce que faut inventer plein de pixels qui n'existent pas, donc voilà.
On a beau avoir l'intelligence artificielle, ça ne fait pas tout quand même. Hein. Et donc on se retrouve quand même très vite avec des artefacts, enfin on voit que c'est artificiel dès qu'on grossit un peu. Hein. Et justement, si on fait ce suréchantillonnage, c'est pour pouvoir grossir beaucoup, hein, sinon ça n'a pas de sens. Donc voilà, et là je vous parle quand on le fait avec Lightroom ou avec, je sais pas, un logiciel comme Topaz Gigapixel aussi, qui sont évidemment des logiciels dédiés beaucoup plus puissants que, et puis surtout sur un ordinateur. Alors moi par exemple j'ai un PC puissant, hein, vraiment. Quand je lance cette fonction avec Lightroom, ça prend déjà du temps, malgré tout, et puis ça se fait surtout à partir du RAW, alors que là ça va se faire qu'à partir du JPEG, donc je vous laisse imaginer que ça ne va pas servir à grand chose. Puis surtout dans quel but, hein. Voilà. Je pense que Canon a fait ça parce qu'il a enlevé la fonction de Pixel Shift, hein, qu'ils avaient implémenté par mise à jour dans le R5, et ils ont eu raison de l'enlever parce qu'elle est trop contraignante à utiliser. Hein, il ne faut pas qu'il y ait le moindre mouvement de quoi que ce soit, donc ça c'était réservé à la photo de studio, quoi. Et la photo de studio où il faut avoir ce besoin en plus, sachant qu'on a déjà 45 mégapixels quand même. Bon, donc oui, ça servait clairement à rien. Alors, j'allais dire, à partir de là, Canon, c'est soit ils allaient prendre un cours chez Panasonic qui sait faire cette fonction de pixel shift à main levée, soit, bah tant pis, et puis ils attendent de progresser là-dessus et ils le remettront plus tard par mise à jour, mais ils ne nous mettaient pas un truc comme ça, quoi. Comme cette petite fonction là qui sert à rien, c'est sûr. Alors là où je vais être moins catégorique, c'est l'autre, c'est celle du traitement du bruit par intelligence artificielle, comme le fait Lightroom notamment, ou comme le fait DxO Puro 4, que j'ai, hein, par exemple. Alors, là, c'est sûr qu'on va se mettre tout de suite d'accord, il ne va pas le faire aussi bien que Lightroom ou DxO. Certes. Par contre, il va le faire beaucoup mieux que le classique traitement JPEG. Hein, parce que quand vous le... Là, déjà, il va le faire à partir du RAW. Hein, donc ça, c'est déjà la grosse différence. Il va le faire à partir du RAW. Ça va sortir un JPEG, mais ça, j'allais dire, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est qu'il le fasse à partir du RAW. Et l'utilité, alors moi je la vois parce que je sais que je m'en servirai. Je vous donne un exemple. Vous êtes en photo de famille ou avec des amis, vous avez votre boîtier, vous faites des jolies photos, les conditions de lumière ne sont pas top, vous avez votre 24-105 f4, vous allez faire la plupart de vos photos à 6400 ISO, pour ne pas dire des fois 12800. Ok. Et vous montrez une ou deux photos et quelqu'un vous dit « Oh, elle est trop sympa ta photo, tu peux me l'envoyer ?» Alors, parce que évidemment, vous savez que vous pouvez, hein, maintenant c'est facile, avec l'appli Canon du téléphone, hop, on récupère la photo et puis on l'envoie à qui veut. Très bien. Sauf que la photo, dès qu'on la zoome un peu, évidemment, on va voir qu'elle est particulièrement bruitée. Alors, évidemment, on envoie le JPEG, hein, pas le RAW. Même si on peut, on ne va pas envoyer le RAW. Hein. On envoie le JPEG. Alors le JPEG de deux choses l'une. Soit on a désactivé la correction du bruit, et donc la photo est très bruitée. Soit on l'a activé, mais alors vous savez ce que ça veut dire, hein, la réduction classique JPEG du bruit, c'est pas satisfaisant du tout. Hein. Donc, surtout dans les hautes sensibilités, on va avoir beaucoup de lissage, hein, la photo va perdre énormément en détail. Alors, la fonction là de réduction du bruit par IA, certes, elle n'aura pas le niveau, encore une fois, de DxO ou de Lightroom, mais dans une situation comme celle-ci, par contre, elle sera beaucoup plus satisfaisante que la réduction du bruit des JPEG. Et si vous devez comme ça, vous voulez comme ça transmettre très vite une photo dans ce genre de situation à un ami ou à de la famille, eh bien moi, là, j'y vois une utilité à cette fonction. Voilà, donc merci Canon de l'avoir implémenté. Alors ensuite, passons à la vidéo, hein, parce qu'en vidéo, c'est sûr que là aussi, il y a des points que j'ai un peu oubliés. Alors notamment, sur ma précédente vidéo, je l'ai mis sur un bandeau, parce que j'avais complètement oublié d'en parler, alors que c'est peut-être ça l'essentiel.
c'est que Canon nous met le C-Log 2 enfin dans ce boîtier. Et là, ça change quand même beaucoup de choses, hein, parce que les boîtiers Canon jusqu'à maintenant en vidéo, c'était loin d'être les champions de la dynamique, hein. On peut même dire que les boîtiers plein format faisaient vraiment pas mieux que des boîtiers APS-C de la concurrence, voire certains micro 4 tiers, hein, notamment de Panasonic. Donc, c'était un peu limite quand même, hein, parce que l'intérêt du plein format, c'est pas que de faire du flou d'arrière-plan ou de minimiser le bruit, c'est aussi d'avoir une belle dynamique. Alors autant vous l'avez à peu près en photo, hein, même si là non plus c'est pas les meilleurs Canon, mais alors en vidéo c'était un gros ton en dessous. Justement parce qu'il n'y avait pas ce log là qui est le C-Log 2. Alors ça c'est génial, évidemment. Donc le C-Log 2, grosse avancée, hein, évidemment, gros avantage de ce R5 II par rapport au boîtier précédent de Canon. Ensuite, ensuite on a des codecs très nombreux, voilà, je ne vais pas y revenir, hein, mais enfin on a surtout des codecs qu'il n'y avait pas avant, qui sont plus communs à ce que font les autres. Donc après dans les logiciels de montage c'est quand même plus pratique, hein, notamment le H265, le H264, voilà, Longop, All-Intra, ok. Alors, un défaut là par contre, deux défauts, là en vidéo, hein, que j'ai peut-être pas souligné, hein, la fois dernière, c'est il n'a pas de ProRes. Et bon, ça on peut le regretter quand même, hein, parce que le ProRes, alors je ne parle pas du ProRes RAW, hein, juste le ProRes tout court, maintenant toute la concurrence à partir d'un certain niveau de gamme commence à l'avoir. En tout cas c'est dommage parce que c'est un format quand même qui devient, ça fait un moment déjà, hein, qui est très universel. Le ProRes RAW, c'est un peu la Rolls des codecs, hein, quelque part. Bon, voilà, c'est comme ça. Alors par contre, on a du RAW en 4K et tout. Bon, très bien. La 4K, parlons-en. La deuxième petit défaut, voire point faible, en tout cas, c'est pas très clair, on va dire. C'est la 4K 50 ou 4K 60 qui a priori n'est pas suréchantillonnée, hein. Il n'y a que la 4K 25-30 qui est suréchantillonnée, c'est-à-dire la belle 4K, quoi, vraiment de très belle qualité, ne sera pas en 4K 50-60. Ni en 4K 120, mais ça on a l'habitude, hein. Je veux dire, la 4K 120, pour la faire suréchantillonner, je ne sais pas s'il y a des boîtiers hybrides là qui le font, je crois pas, hein. Bon bref, le problème c'est que si c'est le cas, ça c'est quand même un petit handicap par rapport à une certaine concurrence. Alors, je disais c'est pas clair parce que visiblement, il y a ça, puis c'est sur l'obturateur électronique en photo là, qui, a priori, ne monte pas au-dessus du 8 millième par seconde. Ce qui est d'ailleurs étonnant, hein, parce que depuis le R6 II, maintenant, l'obturateur électronique, il monte plus haut, quoi. Bon, alors, j'ai vu sur certaines vidéos que c'est pas clair. Il y a Canon USA qui annonce même le 32 millième de seconde, je crois, et Canon Europe, non, c'est le 8 millième. Et puis sur cette histoire de 4K 60 qui ne serait pas suréchantillonné, c'est un peu la même chose. Alors, ça laisse un espèce de flou un peu bizarre, hein, quand même, parce que là c'est quand même un boîtier qui normalement va sortir officiellement, hein, à la vente le 20 août. Donc le 20 août c'est pas quand même dans 3 mois, hein. Donc est-ce que ok, c'est pas le firmware définitif, mais enfin il y a un flottement là-dessus. Bon, à mon avis on en restera là quand même, hein, malgré tout. Bon, voilà, donc c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, j'allais dire, moi, dans mon utilisation, si j'ai la 4K 120 de bonne qualité, alors elle ne sera pas suréchantillonnée non plus, on l'a dit, mais par contre, elle reste en 10 bits, hein, la 4K 120, attention. De toute façon, moi j'aurais tendance, si je veux faire du ralenti, à utiliser plutôt la 4K 120 de toute façon que la 4K 60. Donc bon, voilà. Par contre, ce que nous a fait Canon là, de manière, personne s'y attendait, c'est qu'ils nous ont mis de la super Full HD. Alors ça peut faire rigoler, parce que la Full HD, maintenant, c'est plus trop la mode, hein. Et pourtant,
il y a encore beaucoup de productions professionnelles qui se font en Full HD. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus léger que la 4K et qu'en plus, la qualité est quand même loin d'être mauvaise, du moment qu'on ne regarde pas sur des écrans gigantesques où là, oui, on va voir que la 4K, c'est encore meilleur, bien sûr. Mais voilà, on peut quand même faire de la belle Full HD. Alors le truc, c'est que pour faire de la belle Full HD, il faut aussi qu'elle soit suréchantillonnée. Et c'est rare maintenant les boîtiers actuels, parce que les constructeurs négligent un peu la Full HD et mettent le paquet sur la 4K. Ou la 8K d'ailleurs, comme ce R5 II. Mais là non, ils ont mis vraiment de la belle Full HD suréchantillonnée. Super. Moi, ça va peut-être me réconcilier, entre guillemets, j'étais pas fâché, avec la Full HD. Je vais peut-être plus retourner en Full HD maintenant, avec ce boîtier. On verra, on verra. Surtout qu'en plus, on peut aller, alors là, jusqu'à 240 images par seconde. Ça, c'est le top, en plein format. C'est nouveau, c'est le Z6 III, il y a un mois, qui a introduit ça. Et voilà, donc là, le Canon R5 Mark II prend la suite à ce niveau-là. Super. Alors, on va terminer avec la stabilisation en vidéo. Est-ce qu'elle va être meilleure, la stabilisation en vidéo, que sur le R5 précédent ou le R6 Mark II là, que j'avais? Alors, là aussi, les tests ne sont pas encore assez nombreux, poussés, on va dire, pour être sûr et certain, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont commencé à dire il n'y a quasiment plus de wobbling, vous savez, cet effet au grand angle qui vous ruine un plan vidéo, là, clairement. Malgré que le centre soit très bien stabilisé. Visiblement, il serait très réduit. Voilà. Donc, si c'est vrai, j'allais dire c'est génial, parce que, alors, déjà, dans l'idée, elle est quand même très bonne, la stabilisation en vidéo de Canon, mais ouais, à partir d'un certain niveau de grand angle, elle est trop sujette au wobbling. Si c'est le cas, que ça a été bien diminué et qu'on arrive presque au niveau d'un Panasonic S5 II, par exemple, ça serait génial. Et voilà. Donc, cette fois-ci, je pense que j'ai été complet. J'ai dû encore oublier un ou deux trucs, on verra, vous me direz peut-être dans les commentaires. Donc en tout cas, moi j'ai hâte de recevoir ce boîtier, comme vous vous en doutez. Évidemment que je vous en parlerai davantage quand je l'aurai et que j'aurai pu le tester évidemment un peu. Et puis en attendant, on se reverra peut-être dans une autre vidéo pour une autre sortie, on ne sait-on jamais. Voilà, merci d'avoir suivi. J'en profite aussi pour remercier tous les nouveaux abonnés. Vous êtes assez nombreux, enfin à ma petite échelle, et ça fait très plaisir. Donc merci encore. Et pour ceux qui ne le sont pas, n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.